Eh bien, merci beaucoup Gaël pour cette introduction. Alors peut-être en un mot pour chaque structure. Donc qui sommes-nous? Donc moi je suis Régis Janvier donc de Carbonétique qui en fait accompagne les entreprises vers la sobriété carbone. Donc nous réalisons des calculs de bilan carbone et des stratégies de décarbonation. Laurent et Nicolas, donc un petit mot sur Morel Énergie. Le micro. Oui, c'est bon. Donc, nous avons une méthanisation agricole depuis 2018, donc en plus de nos élevages de lait. OK. Et donc Théophile. Oui, et je complète pour les Morels, c'est qu'ils ont aussi une station de bio-GNV à la ferme et qui sont du coup autonomes en carburant. Ça va être le sujet de cette conférence aussi. Et donc nous, Biogas for Life, c'est une opération de promotion de la mobilité verte avec un carburant local et renouvelable, qui est le bio-GNV. Et donc nous, on utilise le rétrofit au bio-GNV pour avoir l'impact carbone le plus pertinent au niveau de la mobilité. Voilà, et c'est la promotion de ce qu'on fait avec notre association. Merci beaucoup. Alors, le sommaire de notre intervention, on va démarrer en fait par d'abord situer un petit peu les enjeux de l'agriculture et de l'énergie dans le débat. Et donc, on va peut-être reparler d'abord du contexte climatique. En fait, nous sommes aujourd'hui dans le monde à 59 gigatonnes de gaz à effet de serre émis par an, selon le dernier rapport du GIEC, et nous devrions en fait atteindre l'équivalent pour respecter une courbe de 2 degrés, de 40 gigatonnes d'ici 2030, ou de 30 gigatonnes pour respecter 1,5 degré. Alors, si on passe des gigatonnes pour l'humanité à des tonnes par humain, eh bien, ça nous ferait, dans un cas, 3,8 tonnes de CO2 émis par personne et par an pour respecter les 1,5 degrés, et dans l'autre, 5 tonnes de CO2 par personne et par an pour respecter la courbe des 2 degrés. Donc, on voit bien qu'il y a une diminution très forte de nos émissions à faire, et ce, dans un horizon de temps qui reste malgré tout très court. Également sur les enjeux climatiques, et puisqu'on on va parler d'agriculture, des périodes de canicule qui auront des impacts sur les productions de céréales, qui auront aussi des impacts sur, sur les productions fourragères, notamment sur les prairies, des régimes hydriques perturbés avec des périodes de sécheresse, des périodes de saturation des sols en eau, et puis des hivers qui seront plus doux, donc avec des moins de gelée et puis des températures moyennes plus élevées, et qui donc tout ça, ça aura des conséquences en termes de croissance sur les végétaux en période hivernale d'un côté avec les hivers doux, mais également des conséquences sur la production potentielle alimentaire en période estivale, avec notamment sur des conséquences assez fortes sur les céréales. Alors, on va parler maintenant de l'énergie en France et puis de nos émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, en France, 70% de l'énergie consommée est d'origine fossile, avec une part très prépondérante des carburants. Donc voilà un petit peu où on en est. Et puis, sur cette énergie, elle a des conséquences sur notre empreinte carbone. Donc l'empreinte carbone des Français, donc 30% de l'empreinte carbone des Français, 31%, ce sont les déplacements, c'est la mobilité. Si on regarde côté, donc ça, empreinte carbone, hein, pour rappel, c'est par rapport à nos postes de consommation. Et puis à côté de ça, si on regarde l'empreinte carbone, l'inventaire de nos émissions de gaz à effet de serre, donc les émissions liées au fonctionnement de l'économie, eh bien, le transport, ça va être 28% et l'agriculture, 18%. On a là les deux premiers postes d'émissions de gaz à effet de serre dans l'activité française. Et pour rappel également, 50% de l'empreinte carbone des Français est associée à des importations. Voilà. Alors, on va faire un focus maintenant sur la partie transport et mobilité. Et donc, les émissions de gaz à effet de serre liées au transport et à la mobilité, eh bien, la partie route avec les véhicules particuliers, c'est 50% du total. L'ensemble du transport routier, c'est 93%.
Et puis, quand ce n'est pas les voitures particulières, ce sont d'un côté les poids lourds, de l'autre les véhicules utilitaires, notamment véhicules d'artisans, véhicules de livraison, qui représentent 19% des émissions de gaz à effet de serre. Voilà. On va passer maintenant sur un deuxième focus qui va être sur l'agriculture en France. Alors, donc d'abord, les surfaces totales, la surface agricole utile, c'est 28 millions d'hectares. Dédiés à l'alimentation, on a évidemment la très grande partie est dédiée à l'alimentation, avec 18 millions d'hectares qui produisent des fourrages, des prairies, des cultures fourragères, des céréales à destination des animaux, et puis également une part de 8 millions d'hectares qui sont dédiés directement à l'alimentation des humains, des productions céréalières d'une part, mais aussi des productions d'autres plantes, des cultures pérennes et des cultures légumières. Puisqu'on va parler en fait des agrocarburants, bien parlons des cultures industrielles et énergétiques qui représentent une part non négligeable actuellement de nos surfaces, avec de la production de bioéthanol, de la production de colza et de tournesol pour produire des huiles et des diesters, de la production sucrière qui est assimilée à une production industrielle, et puis d'autres cultures industrielles qui existent. Et puis enfin, j'ai regroupé dans une des surfaces que j'ai appelées loisirs, ou en tout cas qui sont ni à vocation alimentaire ni à vocation énergétique. C'est la viticulture, c'est l'orge brassicole, c'est les surfaces de golf, c'est les surfaces dédiées aux loisirs équestres et un certain nombre d'autres surfaces qui sont utilisées pour des activités qui sont ni alimentaires ni industrielles ou énergétiques. Il faut rappeler aussi deux autres choses, c'est que l'agriculture française, en termes de production de calories, nourrit 220 millions d'humains par an. Ça, c'est le solde quand on fait les importations d'un côté, les exportations de l'autre. Eh bien, en fait, on est exportateur net de calories, sachant que sur Terre, le facteur limitant de l'alimentation, ce sont bien les calories. Pour la majorité des humains, c'est un manque de calories et donc effectivement, c'est comme ça qu'il faut le voir. Je ne l'ai pas mis là, mais si on regardait du côté des protéines, les protéines produites par l'agriculture française, c'est 170 millions d'humains qui seraient nourris par les protéines françaises. Voilà. Autre fait important, c'est l'artificialisation des sols. Entre 20 et 30 000 hectares par an qui sont artificialisés en France. Donc, en fait, ça, c'est de la terre agricole qui disparaît de manière définitive pour devenir des lotissements, des zones d'activité, des routes, des ronds-points, enfin, donc des terres qui sont définitivement retirées de l'agriculture. Pareil, focus sur l'impact carbone de l'agriculture. Le bilan carbone de l'agriculture, c'est donc environ 90 millions de tonnes, c'est 19% de l'inventaire national. Et en fait, dans ce bilan carbone, bien, l'élevage ruminant pèse 60% des émissions. Alors, pour une raison première, c'est que les ruminants sont émetteurs de méthane de par leur fermentation entérique, donc de par le fonctionnement de leur estomac. Et puis, évidemment, il y a aussi toute la production fourragère qui est liée à cela, donc qui pèse également dans le bilan carbone de cette activité. Et donc, voilà, c'est important de le signaler, c'est comme 60% des émissions de l'agriculture française. Les intrants fossiles pèsent 23% du total élargi, c'est-à-dire que total élargi, c'est quand on prend en compte les émissions liées à l'agriculture sur le territoire, mais aussi les émissions importées, et donc les tourteaux protéiques d'un côté, les engrais azotés de l'autre, donc 23, et puis évidemment les carburants. Tout ça, ça pèse autour de 23% du total. Alors, on va maintenant s'intéresser à l'agriculture pour produire de l'énergie. Alors, première chose à rappeler, c'est que, bon, ce n'est pas tout neuf cette idée. L'agriculture a toujours produit de l'énergie et en fait, elle produisait beaucoup plus d'énergie en 1900 qu'elle n'en produit aujourd'hui. D'une part, par la traction animale et puis d'autre part, dans les zones de bocage, le bois, en fait, produit sur le pourtour des parcelles était valorisé pour du chauffage. Ce n'était pas là pour décorer, c'était vraiment une fonction utilitaire, donc produire du bois de chauffage.
Aujourd'hui, le débat, est-ce que l'agriculture doit nourrir les humains ou produire de l'énergie? C'est souvent en fait un débat un petit peu caricatural. La réalité est plus complexe, puisque effectivement, en fait, on nourrit en fait autour de. Donc, je disais 220 tout à l'heure, je dis 230, je suis désolé, mais j'avais arrondi les chiffres, c'est pour ça. 230 millions d'humains nourris dans le monde. Et puis, on a le débat, il peut se poser aussi différemment, c'est entre alimentation et énergie. On peut aussi raisonner entre des usages qui sont plus ou moins prioritaires. Et puis, on va le voir, en fait, faire face aux enjeux climatiques, ça va aussi être gérer les priorités. Alors, les cultures à vocation énergétique, elles vont osciller entre la compétition et la complémentarité. Compétition parce qu'il y a effectivement des cultures qui sont en compétition avec l'usage alimentaire des sols. Et ça va être le cas, par exemple, des bioéthanols, que ce soit de betterave, de blé ou de maïs, des huiles et des diesters de colza et de tournesol. Et puis, ça peut être de la complémentarité avec des plantes qui sont cultivées en interculture et qui s'insèrent dans des rotations, qui jouent des rôles de couvert végétal. Donc, en fait, ils vont compléter les rotations parce qu'en fait, notamment sur des exploitations céréalières, par exemple, on a des rotations qui peuvent être, par exemple, il y a des exploitations qui sont majoritairement sur des rotations blé, tournesol. Eh bien, en fait, on a des hivers où le sol reste nu et donc il faut mettre des couverts végétaux, donc des intercultures. Soit on couvre le sol juste pour couvrir le sol, ou soit on couvre le sol et puis on valorise la plante pour produire de l'énergie. Et en fait, ça n'est pas en concurrence avec la production alimentaire. Voilà. Et puis, la méthanisation permet de valoriser ces intercultures. Donc, ça, donc, on va le voir avec des biocarburants qui sont soit de première génération ou pas par rapport à cela. Alors, justement, un mot sur les biocarburants. On parle de biocarburants de première génération, de deuxième et troisième génération. Un petit cadre pour comprendre cela avec d'abord la notion de concurrence avec l'alimentation, la notion de déforestation ou de CAS, c'est-à-dire de changement d'affectation des sols. Et puis, est-ce qu'on utilise des terres agricoles ou est-ce qu'on a d'autres sources pour produire ces carburants? Et bien, on va positionner en fait différentes filières dans cela. Et donc, l'éthanol qui soit produit à partir de céréales ou de plantes sucrières, que ce soit la betterave chez nous, la canne à sucre ailleurs, elle utilise des terres agricoles. Et donc, on est plutôt en concurrence avec l'alimentation. Le biodiesel, ça va être le même cas. Par contre, il faut plutôt plus de surface. C'est plutôt moins intensif, c'est-à-dire que ça produit moins d'énergie à l'hectare, donc il faut plus d'hectares et donc la concurrence est plus forte. On aura également, il faut le rappeler, le biodiesel d'huile de palme qu'il faut mettre sur le tableau, parce qu'en fait, en France, on a 7% de nos carburants diesel qui contiennent du biodiesel, mais qui est produit à partir d'huile de palme. Alors, c'est une proportion qui diminue, mais c'était un peu plus de 80% d'huile de palme jusqu'en 2019. Voilà. Alors, on peut aussi faire du biodiesel à partir de graisses, donc des produits qui sont des sous-produits de l'industrie agroalimentaire, qui peuvent être des graisses issues par exemple, des huiles de friture. Donc, tout ça, ça n'exerce évidemment pas de pression ni sur les usages alimentaires, ni sur les terres agricoles. On peut faire du bioéthanol à partir de résidus végétaux, donc des pailles, de la paille de blé, ou on peut récolter aussi des pailles de colza ou des pailles de maïs, et on peut faire du bioéthanol avec ça. Alors, c'est encore peu développé, mais techniquement, c'est quelque chose qui est en phase de développement. On peut aussi faire du bioéthanol à partir de bois. Donc là, alors vous allez me dire, le bois, ce n'est pas les surfaces agricoles, mais si on veut avoir de la biomasse ligneuse, il faudra bien y consacrer des terres. Et donc, c'est potentiellement des terres agricoles qui deviennent des plantations d'arbres qui serviront à faire soit du bois énergie, soit de la pâte à papier, soit du bois de construction, ou soit du bois pour produire de l'éthanol. Et donc, on a bien en fait une interconnexion entre ces surfaces et donc des compétitions sur les terres agricoles. On sait aussi produire des syngas à partir de déchets ou à partir de paille. Et puis, il y a également des développements qui sont pour l'instant très expérimentaux à partir de micro-algues pour produire des biodiesels.
Voilà. Et donc, la méthanisation, ben, en fait, elle va être un petit peu à cheval sur ces différentes catégories. Pourquoi? Parce que ben, on peut très bien méthaniser, comme ça a été développé par exemple en Allemagne, du maïs en monoculture pour faire de la méthanisation. Et là, on est bien dans un carburant de première génération parce qu'en fait, on est en concurrence directe avec de la production alimentaire sans complémentarité. On peut avoir des intercultures où on est en complémentarité avec des usages alimentaires des sols. Et puis, on peut aussi méthaniser, bien sûr, des déchets, que ce soit des déchets agricoles, des déjections animales, par exemple, des résidus de culture, mais on peut aussi méthaniser des déchets urbains qui peuvent être la fraction fermentescible des ordures ménagères, par exemple, rentre dans cette catégorie. Voilà. Alors, voilà, hein, donc très rapidement, les filières bioéthanol et biodiesel, hein, on part de cultures qui pourraient être des cultures alimentaires pour produire des carburants. Et puis, si on regarde la méthanisation, on aura une interaction avec le monde agricole. Ça va s'insérer sur une exploitation où on pourra à la fois avoir une valorisation des déjections animales, on pourra avoir une valorisation d'interculture, on peut avoir aussi évidemment des cultures strictement énergétiques, sachant qu'aujourd'hui en France, il y a une limitation réglementaire sur ce sujet, puisque on ne peut pas mettre plus de 15% de cultures strictement énergétiques dans un méthaniseur en France. Et puis la méthanisation, c'est aussi de la collecte de déchets urbains, industriels et qui finissent dans des méthaniseurs, qui permettent de produire aussi du digestat qui retourne sur les terres agricoles. Ça, c'est important parce qu'en fait, ça permet aussi d'avoir des fertilisants alternatifs et donc un retour au sol de déchets qui, quand on a des déchets d'industrie agroalimentaire, très clairement, ça provient de l'agriculture et donc, du coup, il est tout à fait souhaitable que les nutriments, en fait, retournent dans le sol pour à nouveau fertiliser et produire des plantes. Voilà. Et puis, le gaz produit sera injecté dans le réseau et puis, à partir de là, sera délivré dans une station bio-GNV et permettra, en fait, d'être distribué comme carburant pour des véhicules. Voilà. Voilà sur la filière. Filière qui est en plein développement, hein, puisque le nombre d'installations raccordées, on en est à 9 TWh au 31 décembre dernier, donc ça commence à peser dans le paysage. Alors, petit rappel voilà, hein, sur les notions de compétition et complémentarité, où effectivement, on a bien les différentes cultures, et puis là, on a aussi une valeur en kilomètres par hectare. Et effectivement, quand on est sur des intercultures, on produit moins de… Alors, les kilomètres, évidemment, on a pris la production d'énergie, le rendement des moteurs, en fait, des différentes filières. Et en fait, on voit bien que quand on fait du bio-GNV à partir d'interculture, eh bien oui, en fait, on produit moins de kilomètres par hectare que si on a des cultures dédiées. Mais par contre, on est bien en complémentarité avec l'alimentation. Alors, si on regarde les perspectives maintenant de la méthanisation en agriculture, si on fait ce focus, le contexte d'aujourd'hui, c'est que la méthanisation, elle s'adresse surtout aux effluents d'élevage. Donc, valorisation d'un déchet, réduction aussi d'émissions fugitives, parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on a un tas de fumier qui reste, qui serait stocké en bout de champ, comme ça se faisait autrefois, en fait, on a des émissions de méthane qui se produisent de manière naturelle. Donc, en fait, on a un gaz à effet de serre qui est généré, alors que quand on va utiliser ces déjections animales pour produire de l'énergie, évidemment, les émissions de méthane, elles sont captées et donc elles sont valorisées. Les déchets agroalimentaires sont valorisés et puis l'utilisation de végétaux en France est encadrée, en fait, donc avec d'un côté des intercultures et puis de l'autre des cultures principales qui sont limitées. Alors, on peut aussi faire un petit constat sur l'avenir de l'agriculture. D'abord, rappel des impacts climatiques, c'est que produire du fourrage en été va devenir plus compliqué. L'élevage, il y a déjà une diminution de l'élevage en France qui est constatée. Il y a une tendance lourde. Il y a aussi une tendance qui est tout simplement démographique, c'est-à-dire qu'il y a des départs à la retraite qui ne sont pas remplacés. Donc, c'est un constat. Hein, après, voilà. Donc, en fait, et puis les aléas climatiques vont, on peut imaginer qu'à terme, il y ait une disparition de l'élevage dans certaines régions
notamment dans la moitié sud de la France, parce que effectivement, ça sera de plus en plus compliqué dans ces régions de produire du fourrage, notamment en période estivale. Produire des céréales va devenir un peu plus aléatoire, et donc allonger les rotations, diversifier les productions sur des exploitations céréalières, ça va devenir une nécessité. Et du coup, insérer des intercultures devient un atout dans ce cadre-là. On a aussi un contexte économique qu'il faut prendre en compte avec pénurie d'énergie et d'engrais. Donc, là encore, la méthanisation, ça produit aussi des digestats. Donc, en fait, c'est une alternative au moins partielle à l'utilisation d'engrais azotés de synthèse. Pour mémoire, qui sont fabriqués avec du gaz et notamment, aujourd'hui, en fait, on est importateur de ces produits-là principalement de Russie. Diminution de l'élevage, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, le coût est parti. Et puis, côté culture, protéger le carbone du sol et protéger la vie du sol, ça suppose de couvrir le sol en permanence, donc en fait d'avoir des intercultures. Et pour couvrir le sol en permanence, soit on sème des couverts végétaux sans valorisation économique, et du coup, ça devient une charge à court terme pour l'exploitation, même s'il y a un intérêt à long terme. Soit en fait on a des végétaux qui peuvent être valorisés, et puis à ce moment-là on a une double fonction. D'un côté on protège le sol et de l'autre il y a un retour économique. Également à noter qu'il y aura une augmentation des rendements en hiver, donc du coup les intercultures deviennent de plus en plus intéressantes, et ça c'est un effet du changement climatique qui fait que les intercultures hivernales en fait auront une croissance et des rendements, donc d'une production de plus en plus élevée. Voilà. Et puis en fait, les fertilisations organiques vont effectivement trouver un intérêt dans ce cadre-là. Alors, on va faire un focus maintenant sur les grandes cultures. Donc, implanter des cultures intermédiaires à vocation énergétique, des cives, ça a un intérêt parce que ça couvre les sols en hiver, ça produit du digestat agricole, donc ça participe à l'amélioration de la vie du sol, parce que ça permet de ramener de la matière organique dans le sol. Ça participe aussi au stockage du carbone, parce que quand on fait une culture d'hiver par rapport à une situation de départ où on avait un sol qui était nu en hiver, eh bien, en fait, on récoltera la plante, on va laisser les racines dans le sol. Donc, en fait, on laisse de la matière organique dans le sol. Et puis, quand on ramène le digestat sur le sol, on va à nouveau enrichir le sol en matière organique. Le fauchage de l'interculture, ça laisse un sol propre. Donc, ça peut aussi permettre de réduire les utilisations d'herbicides. Là encore, le principe de laisser un sol nu en interculture, ça veut dire que soit on fait un labour, soit on a on passe un herbicide avant de faire le semis pour tuer les plantes qui étaient existantes. Et si on fauche la récolte de culture énergétique pour produire de l'énergie, en fait, on va laisser un sol qui va être propre, et donc ce sera plus facile d'implanter la culture suivante. Et puis, les intercultures participent à l'allongement des rotations et donc réduisent aussi la pression sanitaire, et donc potentiellement, on peut observer des réductions d'utilisation de fongicides sur certaines cultures. Alors, en termes de rendement, une interculture, ça va produire entre 10 et 20 MWh par hectare. En termes d'autonomie, ça produit du carburant. Donc, en fait, les exploitations agricoles peuvent devenir autonomes sur le carburant. Ça produit des digestats qui sont riches en azote. En termes de carbone, ça permet de stocker du carbone dans le sol. Donc, ce n'est pas du tout inutile. Et puis, on pourrait imaginer sur l'ensemble de la sol céréalière, l'enjeu, c'est autour de 10 millions de tonnes de CO2 en fait, par an. Donc d'économiser à la fois sur le carburant et à la fois sur l'utilisation d'azote. Donc une amélioration du bilan carbone de l'agriculture en général. J'ai passé maintenant la parole à Théophile qui va nous faire un petit focus sur l'intérêt des intercultures. Oui, on va faire un petit résumé. Du coup, aussi, pour que vous sachiez, en fait, tous les intervenants ici sont dans l'agriculture. Xavier et moi, on est agronomes, ainsi que Régis, on a fait tous la même école. Alors, du coup, en petit résumé sur les services rendus par les cultures intermédiaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'elles soient à vocation énergétique, qu'elles soient exportées ou retournées au sol ou utilisées en fourrage,
voilà les différents intérêts qu'on peut retrouver sur l'implantation d'une interculture. On va en avoir une, c'est sur la gestion de l'eau. Le fait d'avoir un sol couvert avec ne serait-ce que de la prairie, bah, ça va capter la rosée. Et donc, ça va permettre de récupérer de l'eau. Ça va éviter aussi le ruissellement et donc la vulnérabilité du sol à la battance et l'érosion. Le fait de couvrir, on va aussi avoir de la matière organique, de la rhizodéposition, c'est-à-dire que les racines qui vont mourir vont apporter à manger aux petits vers de terre, aux collemboles, donc à la vie du sol, ce qui va au final augmenter le stock de matière organique, donc l'humus. Le fait qu'on ait aussi des cultures, elles vont avoir faim, donc elles vont vouloir absorber les nutriments qui sont dans le sol, et ça va éviter que ces nutriments ruissellent et s'infiltrent par lixiviation dans les nappes phréatiques. Donc, c'est le principe des cultures intermédiaires pièges et nitrates, les SIPAN. Alors, donc, ça, c'est obligatoire en zone vulnérable, mais la matière sèche est assez faible. C'est entre 1 et 3 tonnes de matière sèche hectare, rarement plus. Là où les cultures intermédiaires à vocation énergétique vont plutôt être autour de 5, 6, 7 tonnes de matière sèche à l'hectare. Donc, on va avoir un effet beaucoup plus important. Les frères Morel pourront nous faire un retour d'expérience tout à l'heure sur leurs intercultures et les rendements qu'elles ont. Et donc, au final, ça va améliorer aussi la structure du sol. Donc, on a un intérêt global sur le stockage de carbone dans les sols. Aujourd'hui, on a un label bas carbone grande culture qui existe auprès du ministère de la Transition écologique. Et on estime que le fait d'implanter des couverts avec des forts rendements, alors effectivement, le fait qu'on passe pour implanter la culture, on va utiliser du diesel pour l'implanter, alors sauf chez les frères Morel parce qu'ils utilisent leur biocarburant. Mais globalement, on va émettre un petit peu plus que si on laissait un sol nu. Par contre, on va stocker du carbone beaucoup plus. Et donc, on estime qu'on a un gain quand on couple avec du digestat et des intercultures à vocation énergétique, 1,5 tonnes de CO2 par hectare et par an. Donc, on a un énorme potentiel de décarbonation grâce à l'agriculture. Et là, elle devient un vrai puits de carbone. Le fait d'implanter des intercultures, on va allonger les rotations. Donc, ça a un intérêt au niveau des ravageurs et du coup de la santé du sol et de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires, puisque on aura moins de maladies, on aura moins d'adventices, et donc on aura moins besoin de produits pour gérer donc, les adventices et les mauvaises herbes, si vous voulez. Donc on aura moins besoin de produits pour les gérer. Et en plus, on va attirer les pollinisateurs, parce que sur ces périodes-là, ben, on va avoir un sol couvert, donc peut-être de la floraison, donc du pollen disponible, là où sur un sol nu, on n'aurait rien. Et comme je vous disais juste avant, on va aussi réduire la lixiviation des nitrates, donc éviter la pollution des nappes phréatiques, ce qui crée les algues vertes et tout ça. Voilà pour la partie interculture. Merci Théophile. Alors, en fait, tout ça nous pose quelques questions. D'abord, continuer à nourrir 230 millions d'humains sur Terre, c'est un sujet important parce que on peut toujours dire que on doit développer l'autonomie alimentaire dans d'autres régions du monde. En attendant, elle n'existe pas et donc on a, je crois, un certain devoir à assurer, à participer en fait à la sécurité alimentaire mondiale. Garder la diversité des paysages, c'est aussi nécessaire puisqu'on sait que le changement climatique est une menace pour notre futur, mais la perte de biodiversité aussi. Donc, garder des prairies, c'est important. Donc, est-ce qu'on peut utiliser des prairies et les faucher pour produire de l'énergie, par exemple? Est-ce qu'on peut produire du bois énergie en maintenant de la diversité des paysages? Et puis, effectivement, on va devoir gérer des priorités qui vont être très tendues dans les années à venir. Alors, pour gérer ces priorités, on propose, nous, une petite grille qu'on appelle le ratio utilité carbone. Et tout simplement, c'est est-ce que ce que l'on consomme répond à des besoins prioritaires ou des besoins qui sont plutôt de convenance, c'est-à-dire de satisfaction personnelle ou des choses sur lesquelles on peut choisir. Et puis, est-ce que cette convenance, elle est plus ou moins carbonée? Et donc, on aura un axe en fait d'intensité carbone au niveau horizontal et puis verticalement, en fait, une distinction entre ce qui va être de l'ordre de la priorité ou de la convenance. Et donc, pour illustrer cela, en fait, on va devoir effectivement, dans les années à venir, favoriser des activités économiques essentielles et vitales, parce qu'en fait, on va devoir diviser par 6 nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050.
Et évidemment, ça ne se fera pas sans faire des choix et donc sans un certain nombre de renoncements. Alors, prioritaire, si j'ai besoin d'un hélicoptère pour aller au SAMU, pour aller aux urgences, évidemment qu'il y a une forme de priorité puisqu'il y a une vie qui est en jeu. Et par contre, si j'utilise un hélicoptère pour faire un baptême de l'air, je vais aussi consommer beaucoup de carburant, mais on est aussi d'accord que ce n'est pas tout à fait une priorité, c'est quand même un plaisir personnel et puis peut-être que j'aurais pu me faire plaisir autrement, en consommant moins de ressources et moins d'énergie. Sur l'alimentation, c'est pareil, on va être dans du prioritaire. Il faut bien manger pour vivre. Par contre, si je veux boire un verre de vin, c'est aussi de la production agricole. Alors, je suis le premier à trouver ça très agréable, mais il faut reconnaître que ça ne rentre pas dans la case prioritaire. Alors, si on applique ça à l'agriculture et puis à l'énergie, manger pour vivre, bien sûr, va continuer à rester une priorité. Peut-être que du carburant pour des ambulances, on va aussi considérer que c'est une priorité. Peut-être que manger de la viande selon le type de viande, est-ce que ça restera une priorité dans le futur? C'est une question. Alors, évidemment, par rapport à ça, chacun peut avoir son point de vue pour juger de ce qui est plus ou moins prioritaire ou plus ou moins de la convenance personnelle. On peut très bien avoir des points de vue différents en termes de nutrition. Voilà, on peut avoir des points de vue différents. N'empêche qu'on aura quand même ces questions-là à se poser. Est-ce qu'une voiture au bio-GNV à la campagne, c'est de la convenance personnelle ou est-ce que ça peut aussi être un peu prioritaire parce que quelque part, on peut aussi avoir des urgences à gérer. On pourra être d'accord que mettre du biocarburant pour l'aviation et donc consacrer des hectares pour faire le plein des avions pour partir en vacances, que l'on puisse caractériser cela comme du carbolux, ça semble quand même assez cohérent. Mais là encore, chacun peut avoir son avis et c'est des sujets sur lesquels on peut débattre. C'est-à-dire que sur l'axe de l'intensité carbone, c'est la calculette qui fait le verdict. Sur l'axe de ce qui est prioritaire ou de la convenance, évidemment que c'est aussi des choix de société. Alors, donc voilà, tout ça, c'est un peu pour éclairer nos choix. Toujours est-il que le potentiel agricole, en 2023, il n'est pas forcément à la hauteur de nos besoins. En fait, pour mémoire, sur la mobilité, c'est autour de 600 TWh par an que l'on consomme en énergie pour alimenter de la mobilité. Et on pourrait produire autour de 43 TWh avec les gisements actuellement exploités, sachant que les gisements actuellement exploités permettent aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées en fait aux émissions fugitives de méthane sur les stockages de déjection animale, et que en fait les émissions fugitives de méthane ont aussi un effet à très court terme sur le changement climatique. Voilà. Si on regarde des projections de GRDF qui sont établies sans diminution des cheptels, notamment des cheptels bovins, parce que c'est ceux-là qui sont actuellement en phase de diminution en France, eux, ils ont fait un calcul en 2017 qui projetait en fait 122 TWh produits par l'agriculture. Donc, vous voyez, on est déjà un peu plus élevé. Et puis, si on accentue un peu, on force le trait, quelle surface en fait on pourrait libérer pour produire autre chose que de l'alimentation. 30% des prairies pourraient être fauchées pour produire de l'énergie, par exemple. On pourrait aussi généraliser la méthanisation sur des exploitations céréalières. Comme on l'a vu précédemment, il y aurait des avantages agronomiques à mettre en évidence, qui sont mis en évidence sur ce sujet-là. Et donc, on pourrait, dans un scénario évidemment qui est une variante tout à fait libre par rapport au scénario de GRDF, en fait, on pourrait pousser jusqu'à 260 TWh par an produits par l'agriculture. Et qu'en réalité, la limite, c'est la capacité à produire de l'énergie sans réduire le potentiel alimentaire de l'agriculture, avec une surface agricole constante. Et tout ça, ça dépend de l'arbitrage entre production carnée et production végétale. Alors, arbitrage, choix de société d'un côté,
évidemment, mais aussi peut-être choix économique des agriculteurs eux-mêmes, puisque, encore une fois, il y a peut-être des régions où il va devenir, avec le changement climatique, de plus en plus difficile de poursuivre l'élevage. Alors, on va du coup maintenant passer la parole à Florent et Nicolas qui vont nous parler de leur exploitation et de leur unité de méthanisation où justement ils ont un petit peu tout ça. Donc, je vous passe la parole et voilà. Donc, on a un site qui a été créé donc il y a 4 ans maintenant, donc un site d'injection. Donc, adossé à 2 élevages, un en lait et un en porc. Donc, on a commencé l'installation avec une injection à 45 normaux et il y a eu quelques phases d'augmentation suite à l'apport d'intrants supplémentaires par nos voisins. Donc là, on est rendu à environ 90 normaux. Voilà. Donc, et depuis 2 ans, nous avons une station GNV sur le site, donc ce qui a permis de faire fonctionner plusieurs voitures, dont le caddie sur la photo. Et également, depuis 1 an et demi, un tracteur Newland qui nous permet de faire les transferts de digesta, de lisier et aussi des cultures du travail du sol dans les champs. Voilà. Donc, c'est une unité qui est portée qui est à 100% agricole. On est assez autonome dans les intrants et donc oui, la production de carburant devient une part la part de carburant représente 3% de la production d'énergie. Voilà. Et pour continuer sur les chiffres, donc on a démarré en 2018 à 45 normaux pour évoluer à 90 aujourd'hui. Donc les normaux mètres cubes, c'est des mètres cubes de méthane normalisés à une pression et une température normée. Donc on est actuellement en projet d'agrandissement 160 normaux. Et donc ça, c'est prévu cette année, donc en cours de construction, avec un projet de bio-CO2 liquide. Donc c'est la récupération du CO2 dans la partie épuration. En fait, la production du biogaz, il se fait par différentes étapes. Donc on stocke les matières premières, on les met dans une cuve, si on veut, qui est chauffée et mélangée à 42 degrés. Et c'est la fermentation en anaérobie de ce mélange-là, de la matière organique, qui permet de produire le biogaz. Le biogaz, donc, c'est 55% de méthane, le reste, c'est du CO2. Et ce biogaz-là, donc, on a tout un process d'épuration. On enlève le CO2, le soufre, et on récupère donc un méthane pur que l'on injecte dans le réseau de fougères. Donc, ces fameux 90 ou 160 normaux, donc, c'est le volume de gaz qui est injecté dans le réseau de la ville voisine, Fougères. Donc, pour une consommation de ménages, des entreprises, voilà, une consommation de gaz naturel. Et dans le process, donc le bio-CO2 qui est aujourd'hui rejeté, donc c'est du CO2 qu'on a déjà capté, donc on a un bilan carbone qui est aujourd'hui correct, très correct même, et avec le projet là, on arrivera même à passer théoriquement même en négatif. Après, il faudra qu'on fasse des études, mais le but, c'est d'arriver sur un système très vertueux. Pour la partie alimentation, donc dans notre cas, on a 60% d'effluents d'élevage, donc à peu près les 2/3. Des déchets d'industrie, donc qui correspond à des lactosérums, donc c'est les restes de laiterie ou voire des déchets de céréales de nettoyage de maïs grain ou autre, donc ce qui est jeté en temps normal, donc on récupère ces produits-là. Autrement, lessive, donc comme il a été question tout à l'heure, donc c'est les cultures intermédiaires, donc on en fait après la culture de céréales. Donc après un blé ou un orge, on sème donc une culture intermédiaire qui est donc non concurrente avec la culture principale. C'est vraiment en intermédiaire parce que dans l'agriculture, l'hiver, on est obligé de couvrir le sol. Donc, au lieu de mettre une culture pour couvrir le sol qui ne produit pas grand-chose, en guillemets, on implante une culture intermédiaire qui permet de capter encore plus
de carbone, d'azote, donc on a moins de pertes de lessivage et on valorise cette cible-là dans la méthanisation. On a une part de 9% de maïs, donc on pourrait monter à 15%. Donc après, on garde un petit peu de maïs en sécurité. Mais voilà, la priorité, c'est l'élevage de vaches. Donc oui, c'est marqué vaches aux cochons, vaches, mais aussi pour les cochons, donc en maïs gras. La moyenne bretonne est de 7% en maïs. Donc le débat sur la culture dédiée, enfin les cultures principales que l'on met dans la méta, il n'est pas, voilà, il n'a pas lieu d'en parler en Bretagne. Les volumes sont très faibles, donc on parle de 7% en moyenne, qui correspond à 0,30% ou 0,20% de la SAU. Donc c'est des surfaces qui sont très très faibles. Donc on a une partie du gaz qui est produit, qui est autoconsommé pour la chaudière. Et en électricité, pour diminuer la consommation d'électricité, on a également mis des panneaux solaires, donc des trackers solaires. Et on a 4 trackers de 117 mètres carrés et qui permettent de diminuer de 20% la facture de courant. Donc, pour l'instant, on est à 20%. Le but, c'est de développer aussi cette partie-là. Et donc, l'autoconsommation a démarré en 2019. Donc, c'est 8 mois après le démarrage de la méta. Et depuis bientôt 2 ans, nous avons une station AgriGNV. Donc, c'est une station qui capte, qui est juste dans quel sens là, qu'on voit en arrière-plan. Donc, c'est une station qui permet de capter du biométhane juste avant l'injection dans le réseau. Et donc, on le compresse dans des bouteilles et on l'utilise pour nos voitures et tracteurs. Donc, on a aujourd'hui presque 10 voitures à fonctionner, donc pour nous et pour nos salariés. Et le tracteur gaz qui fonctionne depuis 1 an et demi. Et qui, aujourd'hui, on a 1200 heures de travail avec le tracteur gaz. Donc, c'est un tracteur New Holland T6 avec un moteur qui vient des camions Iveco. Donc, des moteurs qui ont beaucoup de recul. Donc, voilà, l'équivalent total, autour de 25 voitures, on a 10 tonnes de consommation de gaz dans l'année en autoconsommation. Et donc aujourd'hui, on a même un projet aussi de station publique à Fougères. Donc pour alimenter, comme beaucoup de villes, les bus au gaz, les transporteurs des entreprises locaux ou qui sont en transit sur le secteur de Fougères. Donc avec un développement aujourd'hui qui est très important en bio-GNV, parce que l'électrique a certaines contraintes et le bio-GNV reste en critère 1 pour entrer en ZFE. Donc voilà. S'il y a des questions, surtout, n'hésitez pas. Ouais. Alors, on prendra l'ensemble des questions à la fin, mais il y a beaucoup de questions, effectivement. Donc, on les prendra toutes ensemble à la fin. Je vais maintenant passer la parole à Théophile, qui va nous parler donc de mobilité en fait au bio-GNV. Oui. Du coup, je vais vous présenter un peu la raison d'être de notre association, qui est du coup avec l'opération Biogas for Life. Et c'est un projet insolite pour la promotion de la mobilité verte au bio-GNV. Et l'idée, c'est de redonner le pouvoir aux citoyens de convertir leur véhicule à un carburant local et durable, qui est le bio-GNV. Aujourd'hui, il n'y a pas d'incitation à aller vers ces filières-là. Donc, d'un côté, on veut au moins donner l'information aux citoyens qu'il existe des possibilités de rouler avec techniquement du prout de vache. Donc, il est possible de rouler avec les effluents et les déchets du territoire, même les déchets de sa cuisine. Et en parallèle, de faire de la pédagogie aussi sur la méthanisation agricole. Donc, la bonne, celle qui est cohérente avec son territoire et qui permet de ramener de la valeur ajoutée au niveau des agriculteurs et des retombées économiques sur le territoire. Donc, pas les méthaniseurs XXL dont on peut parler et qui font vraiment tort à toute la filière. Donc, voilà un peu l'essence de Biogas for Life. Tu peux passer à la slide suivante. Je vais vous résumer. En gros, on a il y avait une photo là. Ouais, vas-y. Voilà, donc en fait, on a un outil pédagogique qui est une 4L qu'on a converti au biogaz il y a 3 ans maintenant, avec lequel on a fait une 30 ou 40 événements en France.
Donc, savoir des inaugurations de stations. Donc là, c'était l'inauguration de la station des Frères Morel. Derrière, on voit qu'il y a leur tracteur aussi qui roule au gaz, plus aussi leur parc de véhicules. J'ai vu qu'il y avait des questions qui étaient passées là-dessus. L'idée, c'est de montrer que tout simplement, en fait, on peut convertir une voiture à allumage commandé. Donc là, c'est juste les essences au bio-GNV sans modification substantielle, vu que ça marche sur une 4L et qu'à l'époque, c'était une carburation qui n'avait même pas d'électronique. Donc le réglage se fait un petit peu comme on réglerait le gaz sur des plaques de cuisson. Ça se fait vraiment très simplement. Donc maintenant, avec de l'électronique, ça se fait beaucoup mieux. Moi, j'ai une Golf au bio-GNV. Les frères Morel ont des Caddy, des Punto. Il y a un panel de véhicules qui existent maintenant, qui sont modernes et qui fonctionnent très bien. Donc voilà, l'idée, c'est d'attirer l'attention avec une 4L pour parler de ce carburant qui, pour nous, a un bilan carbone intéressant et qui correspond, enfin, la 4L au bio-GNV correspond aussi à ce qu'on a eu comme conclusion d'une étude de Carbone 4 sur quelle serait la voiture de demain, c'est-à-dire une voiture qui soit très légère, donc là, moins de 600 kg, et qui utilise un carburant renouvelable et local. Alors, ils n'avaient pas indiqué lequel, mais nous, en tout cas, on trouve que celui-là est pertinent. Et avec cette voiture, on a même été invité aux assises de l'automobile au Mans, donc c'est-à-dire là où on va parler de la voiture du futur, avec Stéphane Le Foll. On était accompagné évidemment de beaucoup de Renault Zoé, donc voitures électriques, de Prius hydrogène à 90 000 €, de voitures bio-GNV neuves, mais on nous a demandé aussi de présenter cette option-là, parce que dans le panel, il faudra qu'il y ait un mix énergétique. On ne peut pas se permettre d'avoir du tout sur une seule filière, que ce soit tout électrique, tout essence, tout diesel. Il faut qu'il y ait un mix énergétique. Voilà. Au niveau du bilan carbone, on peut passer au bilan carbone. Donc, il y a plein d'études qui sont sorties avec certaines qui intègrent des émissions négatives, d'autres où on limite sur déjà les émissions tout court. On ne prend pas les émissions négatives de l'agriculture, donc par exemple la substitution des émissions de méthane, parce que le fait de consommer ce biométhane dans un véhicule, on va substituer de l'essence, donc ça c'est plutôt clair et instinctif. Par contre, on va aussi éviter du méthane dans l'atmosphère. Mais le méthane a un PRG100 de 29-30, mais un PRG20 de 82,5 et un PRG0 de 120. Donc 120 fois le CO2 en instantané. Donc le but, c'est d'éviter ces émissions-là dans l'atmosphère. Mais comme on ne peut pas savoir si on l'alloue au carburant ou à l'élevage, donc au litre de lait produit, on a préféré pas le rentrer dans ces bilans-là. Et c'est ce que fait Carbone 4. Donc on voit ici qu'un véhicule thermique, VTH, c'est un véhicule thermique au bio-GNV. Donc bio-GNC, c'est gaz naturel comprimé à 200 bars. Il existe aussi le GNL, gaz naturel liquéfié, c'est pour les poids lourds, a un impact carbone qui est très très faible et comparable à celui d'un véhicule électrique avec un mix français au niveau de l'électricité. Donc voilà, globalement, pour nous, on a un carburant d'avenir parce que c'est local, c'est renouvelable et que ça a aussi un impact, comme Régis l'a montré au départ, la répartition des émissions de gaz à effet de serre en France, c'est le transport à 28%. Donc certes, si on fait du véhicule électrique, on va réduire la part des émissions du transport, mais l'agriculture, c'est 19% et les déchets, c'est 5%. Avec le bio-GNV, nous, on va cocher toutes ces cases. Donc, on va pouvoir réduire les émissions sur un tiers, voire la moitié des émissions globales de la France. Donc, c'est pour ça que nous, on pense que cette filière-là, il faut en parler. Voilà, tu peux passer à la slide suivante. Alors, le rétrofit au bio-GNV, vous avez peut-être entendu déjà parler du rétrofit électrique. Donc, rétrofit, ça veut dire redonner une deuxième vie à un véhicule ou à un autre outil. Hein. C'est du recyclage ou du surcyclage dans notre cas-là. L'idée est donc de changer donc soit le moteur entièrement pour ajouter du coup un moteur électrique et une batterie si on fait un rétrofit électrique. Ou alors nous, dans notre cas, c'est comme on a un véhicule thermique à allumage commandé, donc avec des bougies, pour ceux qui ne voient pas. Donc le diesel, c'est allumage comprimé et l'essence, c'est allumage commandé. Là, l'idée, en fait, c'est qu'on a besoin de rien changer. On va juste rajouter une deuxième ligne en parallèle et on va avoir un switch qui va nous permettre de couper l'essence quand on va allumer le gaz. C'est un peu comme une bouteille de plongée avec un détendeur qui va arriver donc de la bouteille de plongée à 200 bars au moteur à, dans notre cas, nous, 23 millibars, mais sur une injection à 2-3 bars. Ça permet
d'éviter d'acheter une nouvelle voiture et d'en envoyer une autre à la casse. Donc ça, au niveau du bilan carbone, le rétrofit, c'est le meilleur bilan carbone au niveau de la conversion, puisque c'est la vraie conversion, et ce n'est pas je détruis un véhicule et j'en construis un neuf. Dans ce cas-là, les Scope 3 sont quand même beaucoup plus élevés sur ce type de prime à la conversion. Je pense que ça parle à tout le monde, le Scope 3. On obtient directement le critère 1 puisque la combustion du gaz n'émet pas de particules. Donc, on a un véhicule basse émission avec mesuré moins de 50 grammes de CO2 par kilomètre. Donc, on peut rentrer dans les ZFE. La 4L que vous avez vue a le critère 1 et on a même le parking gratuit à Paris pour véhicules basse émission. Donc, nous, on peut se garer dans Paris Centre quand des artisans ou des gens qui sont essentiels vont demain avoir des problèmes pour circuler en ville. Il va falloir leur trouver des solutions. Là, je vous ai résumé l'abattement de la pollution de l'air grâce au bio-GNV sur un moteur existant. Donc là, on a 83% de CO2 en moins en ACV selon l'étude de Carbone 4, de 55 à 85% de protoxyde d'azote en moins en fonction en fait, de ce à quoi on se compare, si c'est diesel ou essence. On a 95% de PM2,5 en moins. Et le fait que le méthane est un indice d'octane très élevé, donc de 130, donc on retrouve les carburants très anciens, les carburants où on mettait du plomb pour augmenter l'indice d'octane. L'indice d'octane, c'est la densité énergétique contenue dans un volume de carburant. Aujourd'hui, l'essence, elle est à 95 ou à 98. Ça, c'est l'indice d'octane du 95 ou du 98. Nous, le méthane est à 130. Ce qui nous permet, du coup, pour le même équivalent énergétique, de consommer 30% de moins. Et on a un prix qui est beaucoup plus stable puisqu'il est indexé sur le cours de la bouse de vache. Et aujourd'hui, on estime qu'il est à 1,50 €. Moi, j'ai fait le plein hier à 1,38 €. Mais voilà, ça vous donne à peu près une idée du prix. Donc, ça nous coûte plutôt dans les 6 € au 100 km que 12 ou 13 € à l'essence avec la même voiture. L'idée du rétrofit, c'est aussi que ce soit abordable. Ça coûte entre 3 et 5 000 € pour le rétrofit bio-GNV, puisque c'est juste un réservoir et une ligne avec du coup des frais de garagiste. C'est que des heures de montage. En soi, le kit ne coûte pas très cher, c'est 1 000 € quelque chose, le kit. Alors que le rétrofit électrique, c'est 20 000 €. Et ça permettrait de sauver un parc existant de gens qui vont se retrouver bloqués dans les ZFE, puisqu'ils ne pourront plus rentrer. Le fait que leur voiture dépasse le critère 3, ils vont être bloqués à l'entrée des villes. Et c'est souvent les gens les plus modestes qui ont des véhicules anciens et donc qui ne peuvent pas se permettre d'acheter un véhicule neuf électrique à un prix même d'occasion aujourd'hui. Ça reste 10, 15, 20 000 €. Là, l'idée, c'est que pour une somme modique qui pourrait correspondre au prix d'une prime à la conversion, à la vraie conversion, eh ben, on puisse sauver 4 millions d'essence dès aujourd'hui qui dépassent le critère 3. Et en fait, beaucoup plus, si on se projette à 2030, ce serait 16 millions de véhicules. La totalité des véhicules essence, on pourrait déjà les sauver. Et le bio-GNV a un ancrage territorial, puisque d'un côté, on a des agriculteurs qui recyclent les déchets. Vous avez peut-être entendu parler qu'il y a l'obligation du tri à la source des biodéchets dans 1 an. Dans moins d'1 an, il est obligatoire que vous ayez un exutoire avec un retour au sol pour la poubelle de votre cuisine. Et les méthaniseurs que vous voyez ici peuvent vous aider. Et en plus, ils peuvent vous fournir du carburant en échange. Donc, soit pour chauffer votre maison, soit pour rouler avec votre voiture. Et on a déjà des garagistes qui savent faire du thermique. 2035, on a interdit, enfin, en tout cas, on a annoncé qu'on interdisait la production de voitures thermiques, mais il y a toujours une filière de garagistes qui, elle, est compétente et qui pourrait perdurer grâce aussi au bio-GNV, qui, elle, c'est du thermique, mais c'est du thermique sans la pollution. Et c'est juste ça, ce problème. Voilà. Tu peux passer à la suivante. Aujourd'hui, le potentiel, alors évidemment, tout ça, c'est que de la théorie. C'est de se dire, si on veut voir les véhicules essence qui polluent, le bio-GNV pourrait correspondre à 39% du marché, mais il faut rappeler que nous, on part sur du recyclage de déchets. Le but étant de la sobriété, il n'y aura pas de bio-GNV pour toutes les voitures. Il faudra qu'il y ait des sélections avant. Mais dans l'idée, voilà, aujourd'hui, toutes les voitures essence qu'il y a dans le monde pourraient être concernées. Le diesel est aussi possible, ça coûte plus cher, parce que convertir un moteur à allumage comprimé à un allumage commandé, ça coûte beaucoup plus cher, mais c'est possible aussi. Et le rétrofit est aussi possible pour des engins non routiers, comme des cogénératrices, des engins agricoles. Il y a des projets sur des bateaux, des péniches, des avions légers.
Voilà. Donc, l'idée, c'est que s'il y a des bougies, vous pouvez le convertir au biogaz. Vas-y, Régis. Les freins, en fait, au développement du rétrofit BioGNV, c'est qu'il y a aujourd'hui une annonce sur le tout électrique. Donc, on n'a aucune dynamique sur cette partie BioGNV. En fait, les pouvoirs publics n'y croient pas. En tout cas, pas pour les particuliers. Peut-être que pour les poids lourds, sur l'achat, le renouvellement de tracteurs poids lourds, là, il y a une dynamique. L'année dernière, il y avait 50% des cartes grises commandées qui étaient en BioGNV. Malheureusement, la crise en Ukraine a rebattu les cartes puisque le prix du gaz a explosé. On n'a aussi aucun constructeur français qui fait du BioGNV, même s'il l'avait annoncé. C'est-à-dire que là, la Renault 4L que vous avez vue, c'est la seule Renault au biogaz qui existe, alors qu'ils avaient annoncé qu'ils allaient en sortir, qu'ils allaient rétrofiter à peu près 45 000 voitures à l'usine de Flins. Il manque aussi de partenaires techniques sur le terrain, c'est-à-dire que les garages qui faisaient du rétrofit, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui partent à la retraite, et il y a peu de transmission puisqu'il n'y a pas de demande. Les réservoirs de type 4, donc c'est des espèces de bouteilles de plongée en composite, elles sont devenues indisponibles puisqu'il y a eu une grosse demande sur l'hydrogène. Donc les producteurs ont arrêté tout ce qui était pour le biogaz pour faire les mêmes réservoirs à 700 bars pour l'hydrogène. Et pour chaque dépôt de véhicule, ils demandent une étude au cas par cas à l'Adréal. Donc il faut déposer son véhicule à l'Adréal et c'est très long. Donc c'est impossible de massifier la démarche aujourd'hui. Il n'y a aussi pas de communication grand public sur le BioGNV. Vous n'en aurez jamais entendu parler à la télé. Alors que acheter des voitures électriques, avoir une prime à la conversion, ça, vous le voyez à chaque pub. Nous, on est la seule filière où il n'y a aucune prime à la conversion. C'est-à-dire que même pour du GPL, vous aurez une prime alors que ça reste polluant. Pour le BioGNV, comme c'est tout nouveau, ils ne connaissent pas. Nous, on a été contactés du coup par le groupe de travail qui a fait la prime à la conversion pour le rétrofit électrique, donc qui a été à Bruxelles déposer tout un panel de propositions qui sont passées pour pouvoir avoir des aides au rétrofit électrique. Et ils ont jusqu'à 7 500 €. Et donc, on est en train de voir avec eux pour dupliquer le même processus à l'échelle européenne, puisque au niveau français, on voit qu'il y a des blocages. Donc, on va passer directement au niveau de Bruxelles pour voir si ça peut avancer sur ce sujet-là. Et dernièrement, on a un très faible maillage territorial. Aujourd'hui, les stations BioGNV, comme vous avez chez les frères Morel, elles sont très rares. Il y en a moins d'une dizaine en France. Sinon, il faut aller sur des stations publiques qui sont sur le réseau. Et dans ce cas-là, on passe par des opérateurs de réseau et donc on n'a pas forcément le vrai BioGNV. On doit passer par l'achat de garanties d'origine. Et donc, ça peut parfois manquer un petit peu de transparence. Voilà pour notre partie BioGNV. Ah bah voilà, là on voit le maillage des stations. Donc vous voyez, aujourd'hui, il y a 222 stations ouvertes en France contre 10 000 bornes électriques. Et alors, je ne sais pas combien de stations essence, mais bon, en fait, ça fait quand même un faible… On a l'impression que c'est bien réparti, mais ça fait quand même faire des détours si on veut rouler au BioGNV. Aujourd'hui, c'est vraiment destiné à ceux qui sont vraiment motivés, qui croient dans cette filière. Donc nous, c'est notre cas. Et je pense qu'il faut un peu plus de pédagogie pour que les gens se disent, plutôt que d'attendre une demi-heure à ma borne électrique, peut-être que je peux faire 20 minutes de détour pour aller à la station de BioGNV d'à côté. Voilà. Merci Théophile. Eh bien, alors le BioGNV, on va maintenant en parler côté solutions pour les entreprises, toujours dans la mobilité. Donc d'abord, consommation d'énergie, on a différents secteurs d'activité qui consomment de l'énergie à usage mobile, que ce soit l'agriculture, les transports routiers, y compris les transports de personnes, les bus et les cars, les travaux publics, les utilitaires des artisans, les voitures particulières des entreprises. Il y a 3 millions de voitures dites particulières qui sont possédées par des entreprises et qui ont des usages professionnels, depuis l'infirmière libérale jusqu'à l'agent de maintenance qui se déplace avec une voiture de type particulière. Et donc, en fait, l'ensemble de ces usages mobiles hors particulier, c'est 260 TWh par an. Donc, sur la France, en fait, en 2021, c'était 1600 TWh. Donc, c'est une part non négligeable de la consommation d'énergie. Et si on y applique 28% de réduction telle que c'est prévu dans la stratégie nationale bas carbone, on a une projection aux alentours de 2030 qui serait autour de 190 TWh.
Voilà. Donc, voilà les besoins énergétiques pour la partie, comment dirais-je, professionnelle. Et puis, l'offre existante de véhicules. Alors, pour des poids lourds et des utilitaires, il y en a. Bon, là, j'ai pris quelques photos d'écran sur un site qui s'appelle Gaz Mobilité qui le présente. Mais effectivement, il y a aujourd'hui une offre qui commence à exister sur ces sujets-là, et notamment sur les poids lourds où le pourcentage d'immatriculation en 2022 était de 5% en fait sur les véhicules roulant au GNV. Alors, du coup, par rapport à ces besoins-là, comment l'agriculture pourrait avoir une contribution significative à la mobilité de demain? Petit rappel d'abord, il faut évidemment avoir le triptyque en tête, éviter, réduire, contribuer. Et puis, ça commence d'abord par la notion de sobriété. Donc, réduire les émissions, réduire la consommation de mobilité. Donc, moins se déplacer, moins transporter de choses. C'est le premier point. Deuxième point, c'est l'efficience. Donc, notamment, peut-être d'avoir des véhicules plus petits ou utiliser les transports en commun. Quand on a plusieurs dans un véhicule, c'est de l'efficience. Et puis enfin, c'est changer d'énergie, passer pour du renouvelable. Et donc, c'est à ça qu'on va essayer de répondre. Alors, la contribution de l'agriculture, d'abord, les carburants agricoles seront, parce qu'il y a une question de volume, réservés à certains usages. Ce sera le cas des professionnels. Ça sera aussi le cas, effectivement, Théophile l'a évoqué, et Nicolas et Florent sont témoins. Ce sera le cas du monde rural et notamment l'autoconsommation en agriculture de carburant, enfin, et notamment du bio-GNV. C'est une énergie qui va être complémentaire d'autres énergies, et aujourd'hui, il y a déjà un développement en cours de l'électrique, donc de toute façon, c'est déjà là. Et puis, rappel par rapport à la sobriété, il y a un réel enjeu sur la démobilité. Il n'y aura de toute façon pas assez d'énergie pour tout le monde, quelles que soient les filières utilisées. Et donc, on va demain devoir moins se déplacer ou alors se déplacer avec des moyens très, très différents. Production d'énergie pour la mobilité par l'agriculture, elle peut être diverse. Ça peut effectivement être d'un côté des carburants dits de première génération. Ça peut être du biométhane à partir de déchets et d'interculture. En tout cas, il y a un enjeu de complémentarité avec les productions alimentaires qui passe aussi et qui passera dans le futur par un équilibre entre le côté carné et le côté végétal. Et puis, il y a un enjeu aussi d'adaptation au changement climatique, puisqu'il va falloir effectivement prendre en compte le fait que la production végétale sera perturbée par le changement climatique. Voilà. Alors, avec quoi on pourrait produire? On a vu que la SNBC prévoit autour de 190 TWh pour les usages transport, mobilité en 2030. Avec quoi on pourrait les produire si on devait tout produire à partir de l'agriculture, ce qui ne sera évidemment pas le cas? Si c'était du bioéthanol, en fait, il faudrait, à partir de céréales, autour de 3,7 millions d'hectares. Aujourd'hui, ces céréales, encore une fois, elles sont indispensables à la sécurité alimentaire mondiale. Donc, en fait, en impact alimentaire, c'est des calories pour 98 millions de personnes qui ne seraient pas produites. Si on était sur du biodiesel, là, il nous faudrait 13 millions d'hectares, donc une surface encore plus grande. Et c'est des calories pour 350 millions de personnes qui ne seraient pas produites. Donc, c'est au-delà même de la capacité actuelle de la France à contribuer à la sécurité alimentaire mondiale. Si on va sur du bio-GNV, en fait, on va avoir un panel de surfaces qui seront utilisées, des intercultures, des résidus de récolte, des surfaces dédiées dans certains cas, évidemment, si on veut atteindre en tout cas ces chiffres-là. Et donc, l'impact sur la sécurité alimentaire mondiale, en fait, il peut être quasiment nul, parce qu'en fait, il y aura certainement, si ça se développe, un équilibre qui peut se créer entre les productions végétales alimentaires associées et puis, encore une fois, une forme de bascule entre des productions alimentaires strictement végétales et des productions alimentaires carnées, et donc un équilibre entre ces trois composantes.
énergie, carné, végétale. Voilà. Notez aussi qu'il y a forcément une concurrence sur les usages du gaz. Le biométhane que l'on peut mettre dans les véhicules, c'est la même molécule que le méthane russe ou le gaz de schiste qui est importé des États-Unis. Et que donc, du coup, si on ne réduit pas la consommation ailleurs pour produire de l'électricité, parce qu'on utilise du gaz aussi pour produire de l'électricité, pour les process industriels, pour chauffer des bâtiments, ben en fait, on ne peut pas vraiment dire que le GNV qui sera utilisé pour les usages mobilité sera décarboné, puisque si on importe à côté du gaz de schiste américain, évidemment que ça ne fera pas tout à fait l'affaire. Donc, il va y avoir aussi cette décarbonation de la mobilité par l'usage de bio-GNV ne peut exister que s'il y a vraiment des efforts de sobriété dans les autres secteurs d'activité pour y arriver. Voilà. Et puis, ben, donc, en guise de conclusion, ben, on est à l'heure des choix. Est-ce qu'il faut introduire des intercultures chez des céréaliers? Est-ce que les champs de betteraves doivent servir à produire du sucre pour faire du Coca-Cola ou du bioéthanol? Aujourd'hui, la majorité du sucre que nous produisons, il est consommé en fait en Europe, et c'est du sucre qui est plutôt, selon les nutritionnistes, en excédent dans notre alimentation. Est-ce que transformer des prairies en bois énergie ou en production de bio-GNV, c'est quelque chose qu'il faut faire demain? Donc en fait, voilà, on a des choses, on a des priorités qu'on va devoir gérer, on a des choix qu'on va devoir faire. Et donc, est-ce que demain, on utilise des surfaces pour se déplacer, produire de l'énergie pour chauffer des bâtiments éventuellement, ou est-ce que ben, on conserve notre agriculture telle qu'elle est aujourd'hui? Finalement, en fait, la question qui est posée derrière cette contribution de l'agriculture à la mobilité, c'est aussi cette question-là. Voilà. Merci de votre attention. Et puis, eh bien, on est arrivé à l'heure des échanges. Donc, Xavier, tu as peut-être relevé les questions et peut-être que oui, tu en as alors sélectionné j'ai sélectionné ouais. quelques questions qui ont pu être répondues également dans le chat. Donc, je vous invite aussi également à faire le tour des questions répondues. Et puis, j'ai sélectionné quelques questions ciblées sur les interventions de chacun. Peut-être une question pour Régis ou Théo. Selon vous, quelles seraient les premières étapes pour une entreprise qui se découvre le sujet et qui souhaite convertir sa flotte poids lourds et véhicules légers au bio-GNV? Bah, du coup, sur le côté accompagnement des entreprises, Oui. je veux bien, je passerai la parole à Théo après qu'il a complété, mais la première étape, c'est quand même de réfléchir à son business model et puis à la nécessité ou pas de recourir à la mobilité. En fait, une entreprise qui souhaite alimenter ses véhicules au bio-GNV pour faire circuler des commerciaux, est-ce que dans le monde de demain, il y a autant de commerciaux sur la route, ou est-ce qu'elle va revoir sa façon de vendre? Donc ça, c'est la première question à poser, avant même de se poser la question du véhicule. Ensuite, sur le fait de se déplacer, est-ce qu'on va toujours se déplacer avec des véhicules? Est-ce qu'on va se déplacer en train? Et puis ensuite, louer une voiture quand on va être arrivé dans sa ville d'arrivée. Bref, tout ça, ce sont des questions qui sont à poser avant même de poser la question du type d'énergie pour les véhicules. Et puis enfin, eh ben, on va arriver effectivement à un moment donné, il va falloir se poser la question du type d'énergie pour les véhicules. Et là, je passe je veux bien, Théophile, si tu apportes un petit complément sur ce sujet-là. Oui, alors nous, on a aussi eu des questions de ce type-là. On va parler, tu sais, dans ton graphique sur l'utilité, le ratio utilité carbone. On va parler de ceux qui sont du coup utiles. Par exemple, une société d'infirmières à domicile ou d'accompagnement des personnes âgées. Donc celles-là, par exemple, on en accompagne une dans le Périgord avec une 40aine de véhicules. Là, c'est indispensable. Là, pour le coup, on ne peut pas se permettre de supprimer les tournées des infirmières. Donc, on est dans un cas d'usage intéressant. Nous, ce qu'on leur a préconisé, c'est d'abord d'aller rencontrer les producteurs de biogaz locaux, donc les agriculteurs, de découvrir la filière, de comprendre aussi l'écosystème, qu'on ne sait pas juste on achète un carburant, on achète ça moins cher parce que la pompe d'à côté. Non, c'est de comprendre l'écosystème dans lequel on va s'insérer et de voir si
ces agriculteurs vont pouvoir vous fournir en continu vos besoins. Parce que si jamais la station elle est en panne une semaine ou 2 semaines, ce qui peut arriver, on ne sait jamais, comment vous faites pour continuer vos tournées chez des gens qui en ont besoin. Donc voilà, c'est déjà de se baquer avec les producteurs d'énergie, voir si c'est possible de fournir la totalité et de se garantir qu'on l'a en continu. Ensuite, c'est faire une étude économique, tout simplement, de voir à quel prix c'est rentable, d'attendre probablement le renouvellement des véhicules pour passer à un véhicule avec un autre carburant, ce qui est de toute façon le plus pertinent. Et ensuite, de contacter un concessionnaire local pour essayer de trouver des véhicules au biogaz. Et en tout cas, bon, en Nouvelle-Aquitaine, il y a de plus en plus de véhicules au biogaz qui sont proposés en leasing, parce qu'il y a une grosse dynamique là-bas dans le secteur. Et donc, l'idée, c'est, on leur a préconisé de commencer avec quelques véhicules dès aujourd'hui, 4-5 véhicules au biogaz, pour qu'ils se fassent la main et qu'ils découvrent un peu les avantages, les inconvénients, que la station, c'est pas la totale qui est à l'entrée du village, mais peut-être qu'il faudra faire un petit détour à chaque fois. Est-ce que c'est ergonomique pour les infirmières après une grosse journée de travail de vouloir faire ce détour-là? Voilà, donc de découvrir et ensuite de se faire accompagner pour passer la totalité du parc ou une partie, en tout cas, au biogaz. Ouais. Merci Théo. J'aimerais rester sur quelques questions techniques avec toi. Le chat se demande notamment s'il est possible de convertir et à quel coût des véhicules légers diesel. Oui. Et également, finalement, est-ce qu'on rend le véhicule à usage exclusif sur le GNV et où est-ce qu'on peut revenir à l'essence? Alors, oui, il y a donc 2 types de moteurs qui existent. Il y a l'allumage commandé. Donc, c'est l'allumage avec des bougies. Donc, c'est la petite bougie qui va allumer le mélange. Donc, ça, c'est les essences. Et le biogaz fonctionne aussi avec des bougies. Donc, c'est 2 lignes qui vont être séparées. Mais moi, par exemple, sur ma voiture, sur le Caddy des frères Morel, j'ai les 2 lignes. Moi, j'ai mon réservoir essence de 50 litres, là, ou 45 litres. Un interrupteur qui coupe l'essence quand je me mets au gaz. Quand j'ai plus de gaz, ça repasse automatiquement à l'essence. Donc, sur les moteurs à allumage commandé, on peut faire les 2. Sur les moteurs à allumage comprimé, aujourd'hui, il n'est pas possible en France de mélanger les carburants. C'est-à-dire que le biogaz, lui, a besoin d'une étincelle pour s'allumer, là où le diesel, lui, juste par compression, et va monter en température et il va s'auto-inflammer. Donc, ce qu'on appelle le dual fuel. C'est-à-dire qu'au début, on démarre au diesel et ensuite, on va réduire la proportion de diesel pour intégrer du méthane et arriver à peu près à un ratio idéal de 95% de méthane et 5% de diesel qui, lui, va permettre l'allumage du mélange. Sauf qu'en France, on n'a pas le droit de mélanger ces carburants. On n'a pas le droit de mélanger des carburants dans un moteur. Donc, ce n'est pas possible. Pour faire du rétrofit diesel, ce qui se fait, c'est Faral qui fait ça au Mans pour les utilitaires, c'est le CRMT qui fait ça à Lyon pour les poids lourds, les bus, les bennes à ordures et les tracteurs agricoles. Ça se fait, mais dans ce cas-là, il faut changer structurellement le moteur et créer un allumage commandé. C'est-à-dire qu'il faut forer, faire des bougies. Voilà, c'est un usinage, on va dire, c'est la grosse artillerie. Et ça coûte autour de 20 000 euros pour un utilitaire et autour de 80-100 000 euros pour un tracteur routier ou tracteur agricole. Pour le moment, parce que c'est pas passé à l'échelle. Alors en Espagne, on peut acheter un kit dual fuel pour voiture légère à 3 000 euros. Ok. Je vais maintenant demander aux frères Morel. Il y avait quelques questions sur finalement quel était le coût d'un méthaniseur et est-ce quel était potentiellement son ROI, c'est des chiffres que vous partagez. 2-3 questions aussi avec des précisions sur le parc de véhicules qui roulent au bio-GNV chez vous ou alors qui va venir avec les partenaires avec qui vous discutez. Donc, pour la première question, c'était quoi déjà? Le coût d'un méthaniseur, est-ce que ça a un ROI? Donc, on était au démarrage à 2 500 000 euros démarrage et il y a 1 million d'euros d'investissement supplémentaire pour l'augmentation de puissance, donc pour 90 normaux actuellement. Donc, on a eu au départ un peu de subventions qui ont été limitées à 15%. Pour les véhicules, donc on a des caddies GNV, donc on a des caddies courts et des caddies longs. Les caddies courts ont 4 bouteilles et les caddies longs 5. Donc avec 5 bouteilles, on a à peu près 700 km d'autonomie au gaz
plus 100 km d'autonomie à l'essence. Et les caddies courts, à peu près 150 km. 450. Donc un petit peu moins d'autonomie sur les caddies courts. Sur les Seat Leon, c'est 400 km sur des moteurs 130 chevaux. Et sur les Fiat Punto et C3, on est plutôt de l'ordre de 250 km. Après, c'est des véhicules anciens qui ont été modifiés, qu'on a rachetés d'occasion. Mais sur les véhicules récents, l'autonomie fluctue suivant le nombre de bouteilles, principalement. Mais ça reste, comme les caddies, 700 km uniquement en gaz, c'est vraiment très pratique, contrairement à un véhicule électrique, par exemple. Ok, merci Florent et Nicolas. J'ai également des questions sur un peu annexes, peut-être qui s'adressent plus à Régis, qui nous demandait notre vision par rapport aux filières hydrogène et macro-algues. Est-ce que c'est des filières qui concernent l'agriculture? Et finalement, est-ce quel peut être l'enjeu autour de ces filières par rapport à la mobilité? Bah, pas grand-chose à dire sur ça. Alors, les filières macro-algues, aujourd'hui, je pense qu'on est encore au stade vraiment de la R&D. L'hydrogène, il y a des premiers, il y a des solutions qui existent, mais plutôt, on va dire, à l'échelle de démonstration. Maintenant, une filière hydrogène industrielle va nécessiter, puisque c'est de l'hydrogène qui est fait par électrolyse principalement, d'avoir en fait une production électrique en amont. Et même s'il y a d'autres façons de produire de l'hydrogène qu'avec de l'électricité, mais bon, l'électricité va être une façon de produire de l'hydrogène. Faut savoir quand même qu'aujourd'hui, 97% de l'hydrogène dans le monde est produit avec du méthane. Et puis, si demain on fait de l'hydrogène avec de l'électricité, l'hydrogène coûtera forcément plus cher que l'électricité. Et comme on fait aussi de l'électricité avec du gaz, l'électricité coûtera forcément plus cher que le gaz. Donc, à la fin, rouler à l'hydrogène coûtera nécessairement plus cher, peut-être 2 à 3 fois plus cher que de rouler directement avec du gaz. Donc j'ai peu de… effectivement, je pense qu'il y a quand même quelques doutes sur l'usage de l'hydrogène pour la mobilité, même si l'hydrogène conserve un intérêt absolument majeur concernant ses usages industriels. La différence justement avec le BioGNV, c'est que le BioGNV, c'est une filière qui est déjà en place. Donc, il y a des stations qui se développent partout dans le territoire. Et l'avantage, c'est que c'est du biogaz qui est produit, c'est du biométhane qui est produit localement, consommé localement. Donc, c'est vraiment un système très vertueux et à économie circulaire avec la diminution des émissions de CO2 et tout ça en favorisant l'économie locale. Comme, sur notre site, donc on a embauché quelqu'un. Il y a des embauches aussi dans les filières-là et qui restent en Bretagne et non pas des batteries qui sont achetées dans d'autres continents. Donc ça favorise vraiment la production locale, renouvelable. C'est vraiment vraiment vertueux. D'ailleurs, il y a une question et disponible tout de suite parce que contrairement à d'autres comme l'hydrogène qui ne sera pas prêt avant plusieurs décennies. Donc là, c'est une filière qui est prête et locale. On a une question justement très concrète sur quelqu'un qui se pose la question des stations de bio-GNV. Est-ce que finalement, vous qui roulez au bio-GNV, ça veut dire aller chez des gens comme les frères Morel, chez des agriculteurs, ou est-ce qu'on a accès également au bio-GNV dans des stations essence classiques? Les stations, donc chez les agriculteurs, alors il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. Dans notre cas, on est les seuls en Bretagne pour l'instant. Il y a d'autres projets qui vont arriver. Sinon, il y a des réseaux de stations publiques qui existent. Donc, il y a BMGNV qui est le plus présent en Bretagne. Donc, c'est le réseau des syndicats d'énergie de Bretagne, donc différentes SEM de chaque département. Ils ont des stations réparties dans tout le département avec une carte, avec un badge qui peut être efficace dans toutes les stations. Sinon, il y a d'autres opérateurs comme Cargreen, comme Engie, comme après, il y a différents fournisseurs et les stations en Bretagne, aujourd'hui, le réseau, le maillage est assez complet. Donc, il y a moyen de circuler partout en Bretagne. Juste sur Fougères, pour l'instant, il n'y a pas de station, mais sur Rennes, par exemple, il y a au moins 7 stations opérationnelles sur Rennes, par exemple.
Et sur tous les grands axes, il y a des stations aujourd'hui. Une dizaine en Ille-et-Vilaine. Plus tous les projets qui sont en cours. Donc, il y a beaucoup de projets. Le maillage qui était problématique il y a quelques années, aujourd'hui, est en train d'être résolu. Merci, Florent et Nicolas. J'ai également d'autres questions sur le choix et sur la partie agronomique. Peut-être Théo, est-ce que tu auras un mot pour résumer l'impact finalement des pratiques de la méthanisation et finalement de l'utilisation du biogaz sur la matière organique des sols et donc sa capacité à stocker du carbone de ce côté-là? Oui, alors il y a plusieurs questions, puis il y a aussi des oppositions sur le digestat, probablement par manque de connaissances. Donc bon, bah, nous, en tant qu'agronomes, alors on ne va pas utiliser cet argument d'autorité, mais on a quand même étudié la question. Sinon, on ne serait pas convaincu de tout le process. Le digestat, aujourd'hui, la moitié de la fraction est minérale. Enfin, les frères Morel pourront vous en parler. Le fait que l'engrais soit minéral, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui en engrais chimique et que c'est directement disponible pour les plantes. Donc, ça a un principe actif tout de suite. C'est disponible et donc, on dit ça fouette, enfin, ça réagit, les plantes peuvent l'absorber. Et là où le fumier ou le compost, eux, sont plutôt sur de la forme stable, ou ont besoin de se dégrader. Donc, on ne va pas forcément avoir une bonne synchronisation entre la dégradation de la matière organique qui va libérer les nutriments dans le sol et le besoin de la culture à ce moment-là, ou au printemps, par exemple, elle a besoin maintenant de nutriments parce que les premières chaleurs arrivent, mais il ne fait pas assez chaud pour que les bactéries dégradent la matière organique. Le digestat, lui, a déjà été dégradé parce qu'il a été pendant 2 mois à 38 degrés. Les bactéries ont pu casser la matière organique et libérer les nutriments. Donc, la moitié sont déjà disponibles. Donc, ça fouette, ça marche tout de suite pour les plantes. Et ça, c'est un super intérêt. Ben là, si on peut rouler, si on n'abîme pas ses sols avec le tonneau, et là, on n'a pas d'eau, donc c'est pas super, mais c'est bien parce que du coup, les sols sont portants. Ben là, on va pouvoir répandre du digestat. Ben, je pense que c'était le cas chez vous la semaine dernière, non? Ouais, voilà. Et donc là, on va avoir un super effet de substitution d'engrais minéral. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Et le digestat contient toujours de la matière organique. Et le fait que ça fouette, que ça permette aux plantes de pousser très fort dès maintenant, ça va permettre à ces plantes de grandir et de stocker plus de carbone dans leurs racines aussi. Donc on va au final avoir un stockage de matière organique plus élevé. Alors ce que j'ai mis aussi en réponse, c'est que le fait par exemple, on fasse 2 cultures ou qu'on utilise un tracteur qui va tirer un tonneau de 25 mètres cubes, donc très lourd par rapport à 250 kg d'ammonitrate, donc beaucoup plus léger, on va consommer un peu plus de diesel, donc on va avoir un peu plus d'émissions. Par contre, on va avoir beaucoup plus de stockage de carbone. Donc dans le bilan global, c'est beaucoup plus intéressant que le système traditionnel, aussi bien en agriculture conventionnelle, donc avec des engrais minéraux, ou en agriculture bio classique, où on va importer de la fiente de poule de Belgique, qui du coup aura aussi un impact carboné, ou alors sur des fumiers élysées, mais qui du coup ne vont pas forcément synchroniser la minéralisation avec les besoins des cultures. Merci Théo pour cette réponse. On a une question également du point de vue économique. Je ne sais pas qui a envie de commenter cet aspect-là. Donc, on a présenté le fait qu'il était économique de rouler au biogaz, notamment par rapport à d'autres options de carburant ou d'autres options de rétrofit. Néanmoins, on sait qu'il y a un prix de production. Il y a un prix fermier également lorsqu'on va voir l'agriculteur, mais il y a aussi des prix publics en station. Et on a une question dans ce sens, en fait, où le chat se demande s'il est prévu, en fait, de décorréler un prix du gaz à celui du pétrole, à de l'énergie, parce que finalement, on travaille sur des coûts de production plus fixes. Et on a tout un panel de prix différents, en fait, sur les bio-GNV dans les stations en France. Et finalement, est-ce que vous auriez un commentaire sur la politique prix? Parce que finalement, s'engager dans le bio-GNV, bah, c'est aussi essayer de connaître le marché et notamment les prix du carburant qui seront proposés sur les prochaines années. Régis, Théophile, est-ce que vous voulez prendre ce sujet?
Ce qui concerne aujourd'hui le bio, pour répondre un peu, pour le bio-GNV, donc aujourd'hui, donc il y a un seul marché, donc du gaz. Quand on achète du bio-GNV aujourd'hui dans une station publique, la molécule est la même. Que ce soit le bio-GNV ou du GNV, la molécule est la même. Par contre, quand on achète du bio-GNV, on achète en même temps une étiquette de garantie d'origine, en fait, qui garantit que ce volume-là vient d'une méthanisation agricole. Donc, ça permet d'avoir malgré tout une garantie que quand on achète du bio, on favorise les méthanisations agricoles et que c'est des volumes qui sont bien issus de méthanisation agricole du coin. Il y a le projet de décorréler les deux filières. L'avantage que l'on peut avoir de décorréler le prix du bio-GNV des méthanisations, c'est de garantir un prix sur du long terme, sur du plus long terme. C'est vraiment le gros avantage et de permettre de faire des contrats directement avec des méthanisations ou des groupes de méthanisation. Par exemple, il y a du biométhane produit en Bretagne qui existe aujourd'hui. Il y a différents labels qui peuvent exister. Ça permet ces labels-là. En fait, en limitant au développement de cette filière, je pense qu'en fait, il y a aussi une vraie réflexion à avoir sur l'énergie que l'on consomme demain, la société de demain. Encore une fois, il faut procéder par ordre, c'est-à-dire quels sont les usages de mobilité que l'on souhaite, que l'on est prêt à lâcher, à supprimer. Parce qu'en fait, il y aura pas assez. Le vrai frein, c'est qu'il n'y a pas assez d'énergie pour tout faire. Et que pourquoi on ne lâche pas le pétrole alors qu'on devrait le faire parce qu'il y a une urgence climatique. Clairement, c'est une urgence absolue par rapport à la survie de l'humanité, tout simplement. Et donc, du coup, pourquoi on ne le fait pas, c'est qu'aujourd'hui, on ne s'est pas posé la question sur ce qui était prioritaire, est-ce qu'on était prêt à lâcher. Et donc, tant qu'on n'a pas un vrai débat public sur cette première question-là, on ne développera pas des solutions alternatives, surtout des solutions comme le bio-GNV qui sont transversales, qui vont impliquer à la fois l'agriculture, l'usage de l'énergie dans le bâtiment, parce que c'est interconnecté, l'usage de l'énergie dans l'industrie et l'usage de l'énergie dans la mobilité. Pour répondre à une question comme celle-là, il faut effectivement avoir une vision globale. Et en fait, aujourd'hui, on ne l'a pas en France. En tout cas, dans le grand public, on ne l'a pas puisque on ne pose pas aux gens la question de ce à quoi ils sont prêts à renoncer pour demain. Et c'est cette première question à laquelle on devrait être capable de répondre.